Voilà, l'enregistrement débute. Donc, ce que je vous propose, je vais partager mon écran. Je vais vous montrer 2 diapos avec des déformations et puis après, on discutera de façon un peu libre sur comment concrètement on peut faire face à ce genre de situation. Et je vous enverrai le PDF de l'entièreté de ma présentation, tout ce que je vous aurais dit pour avoir plus d'informations si vous le voulez. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est de partir, voilà, de cette photo-là, où on a les grandes déformations au niveau du membre supérieur et ensuite je vous montrerai les grandes déformations au niveau du membre inférieur. C'est vrai que des résidents, de structures qui ont des déformations articulaires importantes au niveau du bras, on en voit assez souvent et en particulier au niveau de la main. Et ce que ça nous inspire quand nous, médecins de MPR, on voit ces résidents-là, c'est qu'on a bien conscience de l'impact que ça a dans les soins du quotidien, pour l'habillage, pour la toilette, ça entraîne des douleurs. C'est souvent multifactoriel, ces déformations-là, chez la personne âgée. Nous, nous, c'est facile, notre vie en MPR, on a un AVC de 60 ans, donc quand il est déformé, c'est de l'hypertonie spastique, et donc on met toute notre stratégie thérapeutique autour de ça. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai découvert, et j'aime bien interagir avec les gériatres par rapport à ça, c'est que une personne de 95 ans qui a à la fois un antécédent d'AVC, plus une fracture d'épaule, plus des troubles du comportement, plus une démence qui commence, qui est bien évoluée, plus des traitements neuroleptiques qui ont entraîné un SAM extrapyramidal, on se retrouve avec une déformation du membre supérieur qui est extrêmement plurifactorielle. Et donc là, j'ai beaucoup de discussions souvent pour essayer de comprendre déjà pourquoi les gens sont déformés. Souvent, c'est pas ce qu'il y a le plus d'intéressant. Ça nous apporte des informations, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, comprendre pourquoi les gens se déforment et après mettre en regard des stratégies thérapeutiques qui sont des stratégies thérapeutiques pour faire en sorte d'avoir un bénéfice dans le quotidien du résident. Et ce bénéfice, ça peut être parce qu'on n'arrive plus à faire la toilette au niveau de la paume de la main, parce qu'on n'arrive plus à enfiler le pull l'hiver parce que le coude est très en flexion, parce qu'on n'arrive pas à faire la toilette au niveau du creux axillaire parce que le coude est extrêmement serré sur le corps, parce qu'il y a des frottements cutanés avec des escarres incroyables qui apparaissent, etc., etc. Et donc, quand on est amené à voir des résidents qui ont des déformations du membre supérieur, il y a un temps d'échange extrêmement important et souvent ce temps d'échange, c'est plus finalement avec les aides-soignants qu'on l'a qu'avec le médecin de la structure. Voilà, c'est une discussion à trois, mais c'est vrai que nous, la richesse d'informations qu'on obtient, elle est au quotidien, qu'est-ce qui gêne? Et c'est vrai que souvent, quand on est amené à déclencher des passages chez vous, on vous dit, enfin, si vous voulez savoir qui nous présenter, vous demandez aux aides-soignants quelles sont les articulations qui rendent les soins difficiles. Et après, nous, on arrive et on discute sur en quoi c'est difficile, dans quel moment c'est difficile, qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui ne marche pas, et nous, des fois, on a une multitude de stratégies thérapeutiques. Au niveau du membre supérieur, donc, on est essentiellement sur des problématiques de soins du quotidien, la main en particulier, vraiment, et des fois des catastrophes au niveau de la main, et des catastrophes qui sont dues à personne, qui sont dues à cette hypertonie qui apparaît, qui est très multifactorielle. Et en regard de ces difficultés ou de ces catastrophes, nous, on peut positionner différentes stratégies thérapeutiques. Et ça, j'y reviendrai juste après sur les stratégies thérapeutiques. Au niveau du membre inférieur, il y a aussi cette idée de soins du quotidien pour la toilette au niveau du périnée, pour l'habillage quand il y a des gros flessums de genoux qui empêchent le fait de mettre les pantalons. Mais souvent, quand vous nous demandez d'intervenir pour des déformations au niveau des membres inférieurs, c'est parce qu'il y a des difficultés d'installation au lit et au fauteuil, parce qu'il y a des déformations des membres. Et donc, on réfléchit ensemble à comment améliorer la situation. Donc, membre sup, on est quasiment toujours sur des problématiques d'autonomie passive, en sens, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la toilette se passe mieux, l'habillage se passe mieux. Au niveau du membre inférieur, on est souvent sur des problématiques de comment on fait en sorte que la personne puisse être installée au fauteuil ou ne fasse pas de lésions cutanées et d'escarres quand elle est installée au lit et au fauteuil. Et donc, sur ces déformations articulaires, le premier temps pour nous, c'est de comprendre pourquoi il y a cette déformation. Une fois de plus, c'est un temps qui est important quand on suspecte une fracture. Voilà, et je fais un diagnostic par mois, quasiment, de fracture de hanche passée inaperçue. Et c'est dur, hein. Enfin, c'est juste que quand on se met à manipuler, que je vois la personne, je dis: «Mais vous n'avez pas pensé que ça peut être une fracture de hanche ou une fracture humérale, passée complètement inaperçue?» Ça arrive extrêmement fréquemment.
Et donc voilà, alors le fait est que bon, quand on constate la fracture, finalement, on n'en fait pas grand-chose, mais des fois, on est amené à infiltrer la zone de pseudarthrose pour essayer de diminuer les douleurs, des choses comme ça. Donc un petit peu l'étiologie, le pourquoi on en est là, et après les stratégies thérapeutiques. Moi, à chaque fois, je dis j'ai 3 grands blocs. J'ai les petits moyens, c'est les toutes petites orthèses du commerce, c'est être très agressif sur le traitement d'une mycose, c'est des coussins, c'est des choses comme ça. Donc des petits moyens qu'on réfléchit ensemble, on se dit bah oui, ça c'est organisable, c'est facile. Et puis après, on peut se donner du temps, voir comment ces petits moyens fonctionnent. Et si on s'en sort avec des petits moyens, bah, c'est super. Après, on a des stratégies qui sont un peu plus compliquées, mais un tout petit peu plus. Et dans ces stratégies, il y en a 2. Il y a le grand appareillage, donc c'est de l'appareillage qui est fait sur mesure. Ça, il faut être médecin de MPR pour pouvoir le prescrire. Donc, c'est important qu'on soit dans la boucle de cette enfin, on doit être dans la boucle administrative de cette réflexion, en tout cas. Et en particulier sur l'installation au fauteuil, c'est-à-dire qu'on est amené à prescrire énormément d'installations réalisées sur mesure, où on prend la personne âgée, on la met dans un gros sac de billes qui va mouler les déformations de la personne, on la sort du sac de billes, on scanne l'empreinte, et après on taille la mousse en fonction des déformations, ce qui permet après de positionner la personne, et si jamais elle est très asymétrique au niveau de ses hanches, bah la mousse suit la symétrie, ça permet de parfaitement répartir les zones d'appui au niveau du segment fémoral. Donc ça, moi, j'en fais énormément. C'est du grand appareillage, donc c'est pas à la charge de l'EHPAD, c'est du remboursement sécu à 100%. On travaille depuis longtemps avec une société d'orthoprothésistes. Alors eux, ils font du business, hein, mais actuellement, c'est en Île-de-France, en tout cas, ce sont les seuls qui ont vraiment investi ce créneau. Et les autres, je les avais contactés, ils m'avaient dit, enfin, c'est compliqué d'obtenir de l'expertise pour ce type de déformation et de patients. Et c'est vrai qu'ils sont très au-dessus. Donc moi, je travaille beaucoup avec la société La Garrigue, avec qui je collabore très facilement et qui réalise ces assises sur mesure. Donc ce grand appareillage, il doit vraiment être raisonné à 3 entre vous qui me dites bah, nos difficultés pour installer la personne au fauteuil, moi qui évalue si les amplitudes articulaires sont suffisamment souples un peu mieux faite. Est-ce qu'il y a des gestes complémentaires à faire ou pas pour assouplir les articulations? Et puis l'orthoprothésiste qui lui dit bah, j'y arrive, je vais y arriver ou je ne vais pas y arriver. On a besoin d'être à 3. En pratique, ça nous prend 10 minutes. Hein. C'est-à-dire qu'on s'en fait un monde. Souvent, on me dit oh là là, il va falloir 1 heure. En fait, ça va assez vite. C'est-à-dire que chacun, si on arrive à bien répondre à nos questions, et pour vous, c'est assez simple, et nous, on commence à avoir l'habitude, assez rapidement, on arrive à trouver le bon appareillage, la bonne solution pour installer les personnes, ou se dire on doit faire ce geste en complément pour envisager l'installation, ou se dire de toute façon on n'y arrivera pas, et donc on n'a pas d'alternative, pas d'installation au fauteuil. Donc ça c'est le grand appareillage. Donc, une des solutions thérapeutiques qui est un peu moins simple que les petits moyens. L'autre solution thérapeutique un peu moins simple que les petits moyens, ce sont les injections de toxine botulinique. Donc la toxine botulinique, c'est un produit qu'on injecte dans les muscles, qui marche au bout de 15 jours pendant 3 mois et qui marche sur la contraction musculaire. Alors la contraction musculaire, elle peut être volontaire. Quand je décide de serrer ma main, c'est volontaire. Donc si je mets de la toxine dans les fléchisseurs des doigts, j'aurai plus de mal à serrer ma main. Et involontaire, de façon réflexe, comme la spasticité, des contractions musculaires apparaissent et font que les doigts se serrent. Donc sur ce qui est de l'ordre neurologique, d'une déformation articulaire, la toxine botulinique marche plutôt bien. Elle marche très bien dans la spasticité. Elle marche beaucoup moins bien dans l'hypertonie oppositionnelle. Souvent, vous présentez des personnes qui sont comme ça, et les aides-soignantes me disent le matin, elle est toute détendue, et dès que je l'approche pour faire la toilette, elle se met comme ça. Et ça, c'est vrai que la toxine botulinique, dans ce cadre-là, j'ai du mal à m'en sortir, parce que globalement, c'est les personnes qui développent une puissance musculaire pour s'opposer à un soin. Et ce qu'on arrive à diminuer comme puissance musculaire, on ne met pas les muscles à zéro, hein, on diminue de la puissance musculaire. On laisse toujours suffisamment de puissance pour qu'elles arrivent à s'opposer. Et généralement, il y a plein de muscles qui sont utilisés pour s'opposer. Donc, il faudrait que je fasse de la toxine dans tous les muscles des bras. Donc, je n'ai pas suffisamment de dose pour réussir à toxiner tous les bras. Donc, l'hypertonie neurologique automatique, que ce soit de la spasticité et même de l'extra-pyramidal, franchement, ça marche plutôt bien. Les autres hypertonies, en particulier l'opposition, c'est vrai que souvent, je vous dis, on peut essayer, mais il est probable que ça ne fonctionne pas. Et c'est là où le projet Achat des toxines prend toute sa place. C'est-à-dire que essayer, se dire, bah, de toute façon, on est sur place, on a le produit, on va essayer et puis on y va.
on le fait assez librement. Et donc, nous, sur la structure où on intervient, c'est vrai qu'il y a un patient sur 3 qu'on n'aurait pas forcément toxiné s'il avait fallu l'envoyer à l'hôpital. À cause de la lourdeur que ça représente pour ces patients très lourdement handicapés, le fait que pour la structure, il faut immobiliser un professionnel de santé, que les ambulanciers vont laisser la personne en salle d'attente chez moi pendant 3 heures parce qu'elles vont faire une autre course entre-temps. Et donc tout ça rend le contexte humain de la prise en charge trop compliqué pour se dire on prend ce risque entre guillemets. Le fait de pouvoir toxiner dans la structure nous permet d'être très moins de questions sur ce qui enrobe le traitement et donc on va plus facilement sur ces traitements. C'est vrai qu'avec Florence, il y a vraiment on a plein de patients en tête comme ça, on se dit: «Jamais on les aurait fait venir à l'hôpital» et on les a traités dans la structure et étant donné que, on avait les personnels qui pouvaient nous dire quand on revenait: «Bah oui, effectivement, j'ai fait la toilette et franchement, ça a amélioré de 15 mais c'est déjà super, je lui ai fait moins mal, il faut continuer». Après, nous, on devient prestataire de service. Voilà, moi j'adore quand je suis prestataire de service, qu'on me dise quel muscle gêne, quelle dose il faut mettre dans le muscle. Et c'est vrai que l'achat des toxines prend sa place sur ces, déformations articulaires d'origine neurologique, compliqué, de se dire: «Je suis 100 sûr que ça a bien fonctionné». L'autre place que ça prend, c'est, sur le fait qu'il faut revenir tous les 3 mois. C'est-à-dire que pour que ce traitement soit efficace, voilà, on sait que c'est un patient, qui a 75 ans, qui a fait l'AVC, qui a une hypertonie assez classique et on sait qu'avec la toxine, on va réussir à lui tétendre les doigts pour lui couper les ongles. Voilà, tout ça on le sait, mais on sait aussi que, tous les 3 mois, il va falloir qu'il revienne à l'hôpital pour que je lui fasse la piqûre et de couper les ongles. Bof, là, le fait de se déplacer, on ne se pose aucune question. C'est-à-dire qu'on soulage les patients, on sait que il n'y a pas de complexité d'organisation et donc on est vraiment, nous, dans ce qu'on fait bien, enfin ce qu'on aime bien faire, c'est-à-dire soulager les patients sans que le traitement soit lourd. Donc pour ces 2 raisons, c'est vrai que l'achat des toxines a pris une vraie dimension, je pense, et va prendre une vraie dimension dans nos stratégies thérapeutiques. Parce que 1, on peut se permettre de tenter des choses qu'on n'aurait pas forcément tentées et 2, on peut se permettre de se dire: «Tous les 3 mois, je vais réussir à suivre mon traitement». La dernière indication pour la toxine botulinique qui m'est souvent demandée en EHPAD, c'est au niveau du cou, pour les latérocolies avec des mycoses importantes ou des difficultés pour alimenter les résidents. Et alors moi, j'aime pas toxiner les coups parce que je suis MPR, donc on est très sur les bras et les jambes, nous les MPR, plus les neurologues qui font le cou en fait. Je fais comme ça. Et étant donné qu'on m'envoyait les gens pour la main et puis ils avaient le cou tordu, ils me disaient: «Faites le cou aussi». Donc je me suis mis à faire les coups comme ça et à la fin, on me renvoyait les patients que pour le cou, on me les renvoyait plus pour la main. Parce que ça marche plutôt pas mal sur les latérocolies, dystoniques des personnes, âgées et donc il y avait un bon retour des équipes, des patients et des familles et donc voilà, je revoyais les résidents. Donc globalement, on a, 2 grands blocs d'indications. On a, l'autonomie passive pour vos résidents. On a, l'installation lit-fauteuil pour la toxine botulique, une fois de plus et puis la douleur, sachant que les douleurs, elles sont plurifactorielles. Donc des fois, les contractures musculaires participent à la douleur au niveau de l'épaule. C'est jamais unilatéral. Chez nos patients, il y a plein de choses pour lesquelles ils ont des raisons d'avoir mal, mais au moins, il y a une partie où on a un geste qui est pas très compliqué à réaliser, qui permet de soulager, peu ou prou, la douleur. Voilà, donc ça, c'est pour les moyens qui sont, pas trop astreignants et les derniers moyens qui le sont un petit peu plus, c'est la chirurgie. Voilà, quand on a le bras qui est complètement déformé ou des escarres incroyables, on est amené à essayer d'allonger les muscles et les tendons et à ce moment-là, jusqu'à il y a quelques années, on avait que de la chirurgie, où il fallait faire des anesthésies générales, des ouvertures cutanées, ouvrir les tendons, tout ça et depuis, 8 ans maintenant, on a développé des ténotomies à l'aiguille. Donc on utilise une pompeuse et on fait une anesthésie locale, on passe la peau avec la pointe de l'aiguille, on fait scrunch scrunch, donc on désinsère le muscle et le tendon et ce qui permet de gagner de l'amplitude. Alors les gens ne deviennent pas comme des pantins, hein, c'est parce qu'il reste encore plein de muscles qu'on n'arrive pas à traiter avec les aiguilles et puis, il y a plein d'adhérences qui font que, on libère pas complètement les articulations, donc on gagne de l'amplitude articulaire. C'est un geste qui est définitif. Voilà, une fois qu'on a fait la ténotomie, par contre, c'est quelque chose qui est définitif. Donc ça nécessite d'être bien raisonné en termes de, évolution pronostique de la personne. Donc on va pas le faire chez quelqu'un de 25 ans en disant, peut-être qu'un jour ses doigts, il pourra les réutiliser, donc on va pas couper les fléchisseurs des doigts comme ça. Mais par contre, en population gériatrique, et c'est là où on a commencé à le développer avec Philippe de Normandie
quelques années. Typiquement, la main qui est fermée comme ça chez les personnes de 95 ans, c'est qu'à part la gêner, ça fait rien, quoi. Donc, si on peut libérer la main, guérir les mycoses, éviter que les ongles percent la peau jusqu'au tendon, des choses qu'on vraiment on voit extrêmement régulièrement, soulager de la douleur, on fait notre petite ténotomie qui se fait dans 90% des cas sous anesthésie locale. Puis des fois, on est obligé de discuter avec vous le fait de faire un aller-retour à l'hôpital pour qu'ils aient une sédation consciente, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'intubation-ventilation. On les fait juste un peu dormir, le temps de faire nos gestes, et après, ils repartent dans la structure. Donc ça, c'est le troisième bloc, un tout petit peu plus lourd, mais les ténotomies à l'aiguille, c'est un peu plus. Aujourd'hui, ça nécessite de venir à l'hôpital pour les faire. Demain, dans le cadre des achats des toxines, donc le fait de nous déplacer au sein des structures sous l'étiquette achat des toxines, le but, c'est de faire des évaluations et de vous accompagner avec la toxine qui est un de nos éléments thérapeutiques. Mais faire demain une ténotomie en HAD, c'est quelque chose qui est complètement envisageable. Je pars sur le couvert de Taïna et Sandra, mais en acte CCAM, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qu'on sait faire et qu'on a le droit de faire. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire en EHPAD. Voilà. Là, aujourd'hui, on est plus concentré sur le projet toxine parce que c'est plus simple à mettre en place et ça permet d'avoir une visibilité. En fait, libre à nous de discuter avec vous après sur, là, la toxine, c'est pas possible, on va plutôt partir sur l'installation, sur les petits moyens, sur la ténotomie à l'aiguille. Voilà, concrètement, comment est-ce